Christophe Castaner, bonjour. Bonjour. Bonjour, président donc du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Vladimir Poutine est un paria international, a déclaré Joe Biden hier. Et pourtant Emmanuel Macron a téléphoné au président russe. Pourquoi est-ce encore utile de parler à Poutine ? Oui, c'est utile, à la fois parce que c'était une demande du président Zelensky qui s'est adressé au président français pour lui demander de continuer à faire l'intermédiation, notamment parce que le président Zelensky a tenté de joindre Vladimir Poutine, qui ne l'a pas pris au téléphone et qui montre le cynisme de ce personnage, de cet odieux personnage. Et donc le président français tente le lien. La fermeté n'empêche pas de garder toutes les portes ouvertes pour trouver une solution la plus rapide possible qui permette un cessez-le-feu et un arrêt des opérations russes. La fermeté, on l'a entendu dans la bouche de Jean-Yves Le Drian, qui rappelle que l'OTAN est une alliance aussi nucléaire. Que faut-il comprendre par là ? C'est une forme de menace contre Moscou. C'était rappelé à Moscou Moscou évoquait justement la puissance nucléaire russe. C'était de rappeler qu'effectivement l'alliance était une puissance nucléaire. Le message est suffisamment clair, il ne nécessite pas d'en rajouter. Est-ce que le message est clair aussi quand la France envoie des soldats en Estonie, en Roumanie ? Quel est le sens ? Il y a différentes mesures qui sont prises. D'abord, je voudrais rappeler l'unité européenne et l'unité européenne en lien avec l'ensemble des alliés. Toute une série de mesures ont été décidées, des mesures de sanctions, des mesures d'aide humanitaire, mais aussi des mesures de renforcement de notre engagement dans l'OTAN, et notamment avec l'envoi d'un contingent en Estonie, mais aussi dans 2 autres pays, parce qu'il faut nous préparer effectivement à une confrontation. Aujourd'hui, nous voyons ce que le président russe fait en matière d'intervention sur l'Ukraine. Il faut qu'il comprenne clairement que nous ne laisserons pas empiéter sa démarche au-delà de ce sur lequel nous demandons de cesser immédiatement. Du côté des sanctions économiques, l'unité européenne n'a pas été totale. L'Allemagne, notamment, a obtenu un report de la suppression du système SWIFT, de son interdiction russe, ce système qui permet les échanges bancaires. Les sanctions économiques, c'est un peu un sabre de bois quand même. Non, je crois pas. Ce qui a été décidé hier et qui sera mis en œuvre aujourd'hui dans le cadre de la réunion des ministres des Affaires étrangères, ce sont des sanctions financières extrêmement lourdes avec des conséquences extrêmement graves. Des sanctions sur l'approvisionnement pétrolier, des sanctions sur les élites et les amis de M. Poutine. Et donc, ce sont des mesures fortes qui pourront être renforcées encore. Et ce sont des discussions qui ont lieu entre Européens. Et je vous assure qu'il y a sur cette volonté une volonté commune, mais aussi en lien avec nos alliés et les États-Unis, évidemment. Il y a une gradation encore possible dans ces sanctions économiques. On en a sous le pied, comme on dit. C'est je pense, la volonté aussi de conserver la possibilité d'aller plus loin encore. Mais le niveau de sanctions qui a été proposé hier et qui sera mis en œuvre immédiatement et dans les jours qui viennent auront des conséquences extrêmement lourdes sur la Russie elle-même. Vous craignez les contre-sanctions sur nos entreprises qui travaillent aussi en Russie ? Oui, il faut évidemment prendre cela en compte. Mais on ne peut pas imaginer de toute façon, avec le cynisme de Vladimir Poutine, qu'il ne tente pas effectivement des mesures de rétorsion. Avec un tel contexte international, une telle tension, est-ce qu'on peut mener une campagne présidentielle normale dans une démocratie comme la nôtre ? Elle est déjà compliquée, on le voit cette semaine dans la mobilisation totale, pleine et entière du président de la République, dans ses fonctions de président de la République, dans son engagement à la tête de l'Union européenne. Mais nous ne pourrons pas mettre en parenthèse l'élection présidentielle, mais elle sera certainement différente. Le président devait se déclarer là dans les jours qui viennent. C'était un peu indexé d'ailleurs à l'évolution de ce dossier ukrainien. Est-ce que vous avez des informations sur le quand et le comment de cette déclaration ? Je n'ai pas d'informations. J'ai échangé hier encore avec le président. Je peux vous dire que le sujet de sa mobilisation est ce sujet international, ces menaces qui pèsent sur l'Europe et sur le monde. Juridiquement parlant, et là je m'adresse aux députés, on peut très bien laisser le Conseil constitutionnel proclamer la liste des candidats. Emmanuel Macron sera dessus, il a les parrainages, et puis on avalise ça, et voilà. C'est une des options. Il lui appartiendra de se prononcer sur ce sujet. Je ne vais pas spéculer. Mais vous comprenez l'impatience de l'opinion, et puis une certaine incompréhension. Je comprends l'impatience de l'opinion, même si là, je sais, comme vous, que l'opinion est totalement, elle aussi, tournée vers ce qui se passe à l'est de notre continent. La République En Marche doit s'organiser aussi, se réorganiser. Le meeting prévu le 5 mars, faut-il le maintenir ? D'abord, ce meeting n'est pas officiellement annoncé. Il est prêt, il est quand même dans la coulisse. Rassurez-vous, la majorité présidentielle est totalement prête pour mener cette campagne. Nous la menons d'ailleurs depuis de longs mois pour défendre notre bilan, un bilan dont on peut être fier. Et donc, on ne s'en cache pas. Mais évidemment, il faut que notre candidat puisse se prononcer. Mais nous sommes prêts à mener cette campagne et totalement engagés avec l'ensemble des partis de la majorité présidentielle. Les thématiques de campagne vont changer. La protection, protéger un peuple, ça devient le thème majeur.
Je crois que c'était déjà le thème majeur, celui des protections, la protection sanitaire, la protection quotidienne, la protection éducative. Et je pense que ce sujet des protections est un sujet au cœur de la campagne, parce que de toute façon, c'est aussi au cœur de l'action que mène le président de la République depuis 5 ans maintenant. Le Premier ministre avait appelé les élus à signer pour les candidats en manque de parrainage au nom d'une démocratie complète. Est-ce que c'est encore légitime aujourd'hui cet appel à parrainer vis-à-vis de candidats qui ont été souvent indulgents, voire favorables à Poutine? Je pense notamment à Le Pen, Zemmour et Dupont-Aignan. Permettez-moi, parce que le moment est particulièrement grave, de ne pas vouloir rentrer dans ce débat-là. Certains ont pu changer de pied. C'est un sujet, ils devront l'évoquer sans justifier si c'est nécessaire, mais au moment présent, moi je n'ai pas envie de dire voilà la faute de tel ou tel. Gagnons de la hauteur et invitons aussi l'ensemble des oppositions à faire bloc dans ce combat que nous devons mener face à l'intervention russe. Mais quand vous êtes dans votre département des Alpes de Haute-Provence, que vous voyez les maires retenir leur signature, ce contexte ne va pas les encourager à qualifier des candidats quand même. Moi, il me paraît important que les candidats importants de cette campagne puissent concourir et que l'empêchement par le parrainage est un vrai sujet. Moi, j'ai invité dès le début de la semaine l'ensemble des maires à utiliser ce droit fondamental qui est celui du parrainage et au fond, à assumer cela en responsabilité, parce qu'on ne peut pas, d'un côté, se plaindre qu'il y a une baisse de participation dans les élections, y compris les élections municipales, et dire j'ai un droit, celui de voter pour parrainer un candidat, et je ne l'utilise pas. Il y a une offre large. On voit des candidats de façon assez surprenante qui ont leurs 500 parrainages. Il y a des candidats dans le débat. Jean-Luc Mélenchon, depuis hier, a ses 500 parrainages. J'ai le sentiment que Marine Le Pen et Éric Zemmour les auront quand on regarde le pointage d'hier soir. Mais il me paraît nécessaire qu'ils puissent contribuer au débat politique, même si, vous le savez, je fais de mon combat contre l'extrême droite le cœur de mon engagement depuis mes plus jeunes années militantes. Et vous réfléchissez déjà à un autre système que ce parrainage qui chaque fois crée des psychodrames? Je me suis déjà prononcé il y a quelques mois pour dire que ce système qui était construit sur l'époque où c'était des grands électeurs qui présélectionnaient des candidats qui allaient se présenter devant des grands électeurs était peut-être désuet, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, avec le suffrage universel, on a des schémas différents, que les consultations citoyennes peuvent être différentes aussi. Et donc oui, je pense qu'il y a des portes que nous devons ouvrir sur ce sujet. On ne fait pas ça dans la précipitation, peut-être que nous le ferons dans la prochaine mandature. L'autre conséquence démocratique étrange d'une campagne présidentielle, c'est que l'Assemblée nationale suspend ses travaux. Très tôt, finalement. Compte tenu de la crise internationale, est-ce qu'il ne faut pas que l'Assemblée nationale se remette à siéger en continu, comme s'il n'y avait pas du tout de campagne ? C'est d'évidence que nous devons être, comme le Sénat, totalement mobilisés sur cette crise internationale. D'ailleurs, la session se terminait hier soir et nous serons dans l'hémicycle cet après-midi. Nous serons à nouveau dans l'hémicycle mardi prochain. J'ai pour ma part maintenu les réunions de mon groupe tous les mardis matins parce que nous devons de toute façon, même si le temps parlementaire dans l'hémicycle est suspendu, il n'est pas terminé, être extrêmement mobilisable à tout moment pour accompagner l'exécutif dans ses missions. Il devrait y avoir d'ailleurs un message du président de la République lu dans les hémicycles. En début d'après-midi, au Sénat comme à l'Assemblée, le président de la République se prononcera et l'usage veut que ce soit le président des deux chambres qui le lise. Et puis il y aura un débat dit 50-1 qui sera organisé mardi avec des prises de parole de l'ensemble des groupes de l'Assemblée et aussi au Sénat. L'actualité, c'est aussi le salon de l'agriculture qui ouvre dans les prochaines heures. Il faut y aller quand même malgré la crise. Le président de la République demain, vous plus tard ? D'abord, vous savez, l'engagement total et même la passion qu'a le président de la République pour le monde de l'agriculture, d'ailleurs comme les Français. Et puis, c'est un salon qui revient après avoir été suspendu. Et donc, il faut aussi donner des signes de reconnaissance, de soutien à notre monde agricole. Mais évidemment, l'impact en termes d'agenda peut avoir des conséquences. Je pense que le président, au moment où on se parle, a maintenu sa présence, mais qu'évidemment, le calendrier dans lequel nous sommes peut bouleverser cela. Ce que je sais, c'est que le monde agricole s'y prépare et le comprendra aussi parfaitement, mais nous devons quand même continuer à vivre, continuer à agir et continuer à soutenir nos agriculteurs. Vous irez vous-même écouter les agriculteurs et les soutenir? J'irai à plusieurs reprises si j'en ai la possibilité, mais j'ai prévu d'y être effectivement lundi, mardi, parce que il porte des problématiques que nous devons accompagner et cette semaine, nous venons de faire aboutir un texte particulièrement important sur l'assurance récolte pour éviter ces situations qu'on a connues au printemps où il faut une mobilisation exceptionnelle de l'État, près d'1 milliard d'euros pour sauver le monde agricole. Le président de la République a proposé un dispositif pérenne qu'on a construit avec le monde agricole et ce texte vient d'aboutir. C'est important aussi de savoir, d'un point de vue législatif, accompagner notre monde agricole. L'Ukraine est un grand pays agricole. Ce qui s'y passe, ça va avoir un impact sur le prix, notamment le
prix du blé, sans compter évidemment le coût des carburants. L'inflation des denrées alimentaires, sujet majeur de la campagne ? L'inflation est un sujet, la question du pouvoir d'achat est un sujet et c'est un combat permanent et nous devrons peut-être aussi, au-delà des moments diplomatiques à l'Assemblée au Sénat, nous réunir pour voir comment on peut accompagner l'exécutif pour lutter aussi contre ce risque inflationniste. 100 000 exploitations agricoles en moins dans notre pays en 10 ans. Alors, ça ne correspond qu'à 1% seulement de recul de la surface agricole. En clair, les paysans disparaissent et une certaine industrie de l'agriculture prend le relais. Vous le voyez dans votre département, vous le déplorez ? Oui, on voit une concentration. Ça peut avoir du bon et du mauvais. Ça peut avoir du bon sur certains territoires, sur d'autres c'est beaucoup plus difficile. Tout comme on voit de la déprise agricole, on voit l'abandon de certaines terres. Vous savez, je suis l'élu des Alpes-de-Haute-Provence, vous venez de le rappeler, où il y a l'élevage et l'élevage du mouton. La confrontation avec le loup fait qu'aujourd'hui il y a des abandons d'exploitation. Donc nous devons être très vigilants. Le monde agricole est un monde fragile. Nous devons l'accompagner. Nous le faisons sur les concentrations, par exemple. Nous avons voté il y a peu de temps un texte de loi qui permet de neutraliser un système qui consistait à dire non, je ne cède pas des terres agricoles, mais je cède des parts de société. C'est une façon de détourner les possibilités d'intervention que nous avons sur la maîtrise foncière. Nous venons de régler cela. Il faut être aux côtés du monde agricole. Confrontation souvent entre ce monde agricole et ceux qui veulent la défense des animaux. L'animal sauvage, réintroduction du loup, mais aussi l'animal d'élevage. Notre société est divisée. On voit le parti animaliste essayer d'être dans la campagne présidentielle. On voit une campagne de publicité dénonçant l'élevage intensif. On a l'impression que le gouvernement ne sait pas trop choisir son camp. Il y a quelques mois, nous avons voté une proposition de loi que mon groupe a portée sur le bien-être animal et la lutte contre la maltraitance animale. Nous agissons, mais moi je n'oppose pas deux mondes. Je ne pense pas que les agriculteurs génèrent de la maltraitance animale, mais par contre il faut effectivement veiller, notamment dans les abattoirs, etc., à renforcer encore les moyens de contrôle, à faire en sorte d'investir, et le plan de relance nous le permet aussi, pour que les choses se passent au mieux. Ce ne sont pas deux mondes qu'il faut opposer de façon radicale. C'est peut-être un peu l'ADN de notre vie politique, mais ce qui compte, c'est d'améliorer le quotidien, y compris d'ailleurs dans le bien-être animal, mais ne pas chercher à opposer les défenseurs des animaux au monde agricole. Et effectivement, prendre en compte l'exemple du loup que vous évoquez, il est revenu dans notre pays depuis les années 1990 via l'Italie, mais il faut donner la possibilité aux éleveurs de se défendre. C'est ce que nous faisons depuis plusieurs années, avant même d'ailleurs ce quinquennat. Après la présidentielle, il y aura les législatives. Serez-vous candidat à un nouveau mandat dans votre circonscription ? Je le souhaite. Vous avez envie ? Je le souhaite, sûrement. Mais ma priorité, c'est la mobilisation pour la campagne présidentielle. Je suis président d'un groupe qui est une collectivité qui va faire la campagne pour la campagne présidentielle. Collectivité protéiforme. Vous venez de la gauche et vous êtes arrivé vers Emmanuel Macron par la gauche. Est-ce que vous vous sentez parfois orphelin de la pensée de gauche, de l'aile gauche de la Macronie ? Non, parce que je vois toute une série de mesures dans notre bilan qui pourraient rentrer dans la case de gauche. Mais ce que je vois surtout, c'est que ce schéma où systématiquement on cherche à savoir ce qui est de droite, ce qui est de gauche, pour dire c'est bien. Pour moi, c'est fini. Emmanuel Macron m'a donné la liberté, justement, qu'on ne se pose plus la question de savoir si votre interlocuteur est de gauche ou s'il est de droite pour savoir si l'idée est bonne ou pas. Il y a des combats communs. Nous étions hier au dîner du CRIF. Le combat contre l'antisémitisme appartient à toute la classe politique, sauf peut-être les extrêmes. Et donc, du coup, ce sont sur ces combats communs aussi que nous devons nous libérer des carcans de l'étiquette de droite ou de l'étiquette de gauche et tenter de faire au mieux. Et nous n'avons pas tout bien fait, mais nous avons fait des choses et nous devons continuer. Christophe Castaner, merci, bonne journée.